Mon père a dit au dîner, nous aurions aimé que Mike soit notre seul enfant. Ma mère en pleurs a appelé plus tard, pour exiger de l'argent. Je réalise le souhait de papa, ai-je dit. Cet enfant a fini de payer pour vous. Nous aurions aimé que Mike soit notre seul enfant, a dit mon père au dîner pendant que tout le monde hochait la tête. J'ai simplement souri et dit, alors je vais faire en sorte que ça arrive. Cette seule phrase a mis en branle un plan qui a pris 6 mois à se préparer. Ils pensaient que ma réussite était leur ressource à épuiser, mais ils étaient sur le point d'apprendre que la fille silencieuse qu'ils ignoraient était la seule chose qui maintenait leur monde entier debout. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'à la fin. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous tous aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires. L'air lourd, à l'odeur d'antiquité, de la salle à manger de mes parents m'a toujours fait me sentir petite. C'était la même pièce où j'avais présenté des bulletins de notes remplis de A, pour n'être accueilli que par un distrait, c'est bien, ma chérie, pendant que mon frère, Mike, était félicité pour avoir marqué un seul but à son match de football. Ce soir, l'air était plus épais, plus lourd. J'étais assise au bout de la table, un fantôme au propre festin de ma famille. J'étais sur les rotules, en train de me remettre d'un projet brutal de 3 mois qui avait failli m'envoyer à l'hôpital pour épuisement. En tant qu'architecte logiciel, je vivais dans un monde de logique, de code et de systèmes complexes. Je venais de diriger une équipe pour lancer une plateforme qui faisait déjà les gros titres dans le monde de la technologie. J'étais fatigué, j'avais mal aux os, et j'étais émotionnellement fragile, espérant juste une soirée de connexion familiale simple et tranquille. Mon frère, Mike, tenait la vedette. À 30 ans, il avait encore le charme enfantin qui avait toujours fait de lui le centre de leur univers. Il gesticulait sauvagement, décrivant sa dernière entreprise, une sorte d'application qui promettait de révolutionner l'industrie de la promenade de chiens. J'avais déjà tout entendu. Ses discours étaient toujours grandioses, ses plans d'affaires d'une minceur affligeante. Et voilà, dit Mike en levant son verre de vin, comment on bâtit un empire. Mon père, Richard, rayonnait. Sa fierté était si vive qu'elle en était presque aveuglante. Ça, c'est mon garçon, un vrai bâtisseur d'empire. Pas comme certaines personnes qui, vous savez, restent juste assises derrière un ordinateur toute la journée. J'ai senti la piqûre sourde et familière. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, Suzanne, qui regardait Mike avec des yeux adorateurs, complètement inconsciente de la pique. J'ai choisi de rester silencieuse, picorant le roast-beef dans mon assiette. C'est moi qui avais non seulement payé le vin que Mike buvait, mais aussi le toit au-dessus de toute leur tête. Cette maison, celle dans laquelle mon père se comportait comme le seigneur du domaine, avait été achetée par ma société à responsabilité limitée. Les investissements dans la série d'empires ratés de Mike provenaient directement d'un fonds en fiducie que j'avais créé et personnellement financé pour l'usage de la famille. Il savait que j'avais du succès, mais il préférait le présenter comme si j'avais un « bon petit travail », tandis que Mike était le visionnaire. Il a cette étincelle, n'est-ce pas, intervint ma mère. Tout ce qu'il touche, ça semble juste important. Richard éclata de rire, un son chaleureux et retentissant qui me fit grincer des dents. Il se pencha en arrière dans sa chaise, se tapotant le ventre. C'est vrai. Tel père, tel fils. Il voit grand. Il a ensuite regardé vers moi, au bout de la table, son regard dédaigneux. Elina, tu es bien silencieuse. Fatiguée de tout ce travail de frappe? Mike ricana. Doucement, papa. On ne peut pas tous être des visionnaires. Un froid s'installa en moi. Un calme étrange et clarifiant. L'épuisement, les années à être négligées, le manque de respect désinvolte constant, tout cela a fusionné en un unique point de clarté, nette et douloureuse. Richard s'est alors tourné vers la table, qui comprenait ma tante et mon oncle, lesquels acquiesçaient toujours. Vous savez, dit-il, sa voix pleine d'une fausse sincérité joviale, Suzanne et moi nous disions l'autre jour, nous aurions aimé que Mike soit notre seul enfant. Les mots restèrent suspendus dans l'air, aspirant tout l'oxygène de la pièce. Ma tante et mon oncle hochèrent la tête comme si c'était la déclaration la plus raisonnable du monde. Ma mère sourit, une expression douce et complice. Mike avait l'air suffisant, s'imprégnant de l'affirmation. Personne ne me regarda. C'était comme si je n'étais même pas là, le fantôme au festin. Je les ai observés pendant un long moment. Je les ai vus pour exactement ce qu'ils étaient. Non pas comme la famille dont j'avais désespérément essayé de gagner l'amour,
mais tels qu'ils étaient vraiment, mon père, un homme vivant dans une maison qu'il ne possédait pas, financé par une fille qu'il méprisait, mon frère, un parasite déguisé en enfant chéri, ma mère, une femme si attachée au récit familial qu'elle regarderait sa fille être émotionnellement exécutée à la table du dîner sans rien dire. J'ai posé ma serviette proprement sur la table. La pièce devint silencieuse, remarquant enfin que j'avais bougé. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire triste. Ce n'était pas un sourire de colère. C'était le sourire calme et serein d'une administratrice système qui venait de localiser une erreur catastrophique dans le code. Alors je vais faire en sorte que ça arrive, dis-je, ma voix égale et légère. Mon père cligna des yeux, confus. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Je vais faire en sorte que ça arrive pour vous, papa, répétai-je en me levant. Je vais faire en sorte que Mike soit votre seul enfant. La confusion sur leur visage était palpable. Ils s'attendaient à des larmes, à une scène, à une retraite. Ils n'étaient pas préparés à un accord tranquille. Elina, ne sois pas dramatique, dit ma mère, sentant enfin un changement dans la dynamique du pouvoir. Je ne le suis pas, dis-je en prenant mon sac à main. Je ne fais qu'obtempérer. C'est une demande raisonnable. Je les ai regardés un par un, mon regard s'attardant juste une seconde. Merci pour le dîner. C'était très instructif. Je suis sorti de la salle à manger, mais pas étant le seul son dans la maison. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai entendu mon père crier, la voix agacée, « Eh bien, quelle mouche l'a piqué ?» J'ai fermé la porte derrière moi, le bruit sourd et solide résonnant comme la dernière ligne de code en cours de compilation. En marchant vers ma voiture, l'air froid de la nuit m'a semblé être un baptême. Le plan se formait déjà dans mon esprit, un algorithme complexe de désengagement. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié que la personne qui s'assoit tranquillement derrière l'ordinateur est celle qui construit les systèmes, possède l'architecture et détient toutes les clés. La trahison était pire que n'importe quel épuisement professionnel que j'avais jamais connu. Mais c'était aussi le remède. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence, le trajet de 20 minutes me semblant un voyage à travers un continent nouvellement formé. Mon appartement, un espace épuré et minimaliste que je possédais entièrement, me parut un sanctuaire. C'était la seule partie de ma vie qu'ils n'avaient pas touchée, qu'ils n'avaient pas infiltrée avec leurs attentes et leurs demandes passives-agressives. Je me suis préparé une tasse de thé, mes mains parfaitement stables. Il n'y avait pas de larmes, pas de tempête de rage. À la place, je ressentais une quiétude profonde, presque troublante. Le problème avait été identifié. Maintenant, il était temps de concevoir la solution. Pendant les 2 jours suivants, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de ma mère exigeant que je m'excuse pour ma sortie dramatique. Pas de texto de mon père me disant d'arrêter d'être sensible. Pas de messages arrogants de Mike à propos de sa prochaine idée géniale. Leur silence était leur réponse. Dans leur esprit, c'était moi qui m'étais mal comporté. C'était moi qui devais revenir en rampant, repentante, pour reprendre mon rôle de bienfaitrice silencieuse et de bouc émissaire désigné de la famille. Le 3e jour, le téléphone a finalement sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. « Elina, dit-elle, la voix sèche. Pas de bonjour, pas de « comment vas-tu » ? Salut, maman, dis-je, d'un ton neutre. Il y eut un soupir, lourd et affecté. Elina, ton père est très contrarié. Tu l'as vraiment embarrassé devant ta tante et ton oncle. Tu sais comment il est. Je sais exactement comment il est, dis-je en sirotant mon thé. Eh bien, tu ne peux pas simplement dire des choses comme ça. Tu sais qu'il ne le pensait pas. Il l'a dit, répondis-je. Et tout le monde a hoché la tête. Tu as hoché la tête, maman. Elle bafouilla, un bruit d'indignation. J'essayais juste de maintenir la paix. Tu sais, Mike est dans une situation délicate avec sa nouvelle entreprise, et ton père est si fier. Tu aurais pu simplement laisser passer. J'ai laissé passer, dis-je. J'ai tout laissé passer. Bien, dit-elle, manquant complètement le sens. Elle s'éclaircit la gorge, et je sus instinctivement que la vraie raison de son appel allait faire surface. Les politesses étaient terminées. Écoute, ma chérie, commença-t-elle, sa voix prenant ce ton mielleux que j'en étais venu à mépriser. Je regardais le calendrier, et le loyer du bureau de Mike est dû à la fin de la semaine. Tu n'as pas, tu sais, viré les fonds pour le compte familial encore. Je fixai le mur. Le
compte familial, était la fiducie que j'avais créée, celle que j'alimentais avec un généreux dépôt à 6 chiffres chaque trimestre. Ils payaient l'hypothèque de leur maison, la maison que ma société possédait, bien qu'ils l'oublient commodément. Ils payaient leur voiture. Ils payaient l'appartement de Mike, et ils payaient le bail commercial du siège social qu'ils prétendaient diriger. Je sais, dis-je. Eh bien, vas-tu le faire, demanda-t-elle, une nouvelle pointe de panique dans la voix. Il en a besoin, Elina. Cette nouvelle entreprise, ça pourrait être la bonne. Je ne suis pas sûr, dis-je. Comment ça, tu n'es pas sûr? Sa voix montait, perdant sa façade douce et maternelle pour révéler l'anxiété aiguë et avide qui se cachait dessous. C'est l'argent de la famille. Tu ne peux pas simplement ne pas le verser. Ce n'est pas l'argent de la famille, maman. C'est mon argent, dis-je, les mots atterrissant avec le poids simple et indéniable de la vérité. C'est l'argent que je gagne avec le travail de frappe que papa trouve si peu impressionnant. Elina, ce n'est pas le moment pour ta petite rébellion, siffla-t-elle. Ton frère compte dessus. Tu ne peux pas lui couper l'herbe sous le pied. À nous tous. Ton père, il ne le supportera pas. Il n'aura pas à le supporter, dis-je. Il n'aura même pas à se tenir debout du tout. La maison dans laquelle il se tient est payée par moi. Le sol sous ses pieds m'appartient. Il y eut une inspiration brusque. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je la coupais. Non. Après tout ce que j'ai fait pour vous. Et j'ai fini. Tu le regretteras, hurla-t-elle. Tu reviendras en rampant, et nous? Non, je ne le ferai pas, dis-je, et je raccrochai le téléphone. Je suis resté assise là alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par ce même calme froid et clair. C'était le premier test, et je l'avais réussi. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme une ressource, un distributeur automatique de billets non coopératifs. Ma mère n'avait pas appelé pour s'excuser pour la remarque la plus profondément blessante de ma vie. Elle avait appelé parce qu'un paiement était en retard. J'ai ouvert mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage dans la pièce sombre. Mes doigts volèrent sur le clavier, se connectant à mes portails juridiques et financiers sécurisés. L'architecture que j'avais construite était complexe, avec des pare-feux et des redondances conçues pour protéger mes actifs. Je l'avais construite il y a des années, non pas parce que j'avais anticipé ce scénario exact, mais parce que mon esprit d'architecte exigeait l'ordre et la sécurité. Il pensait que j'étais juste une fille émotive faisant une crise de nerfs. Il pensait qu'il pouvait me faire pression, m'intimider et me faire honte pour que je rentre dans le rang. Il croyait qu'il détenait tout le pouvoir de la famille, de la culpabilité, de l'autorité parentale. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié qu'au XXIe siècle, la personne qui écrit le code, possède les serveurs et contrôle les données ne fait pas que s'asseoir à table. Elle possède la table et la maison qui l'abrite. Le récit de ma famille à mon sujet était simple et, à leurs yeux, pratique. Elina était la stable, la pragmatique. J'étais le rouage ennuyeux et silencieux qui faisait tourner la machine excitante. La machine, bien sûr, était mon frère Mike. Cette dynamique s'était cimentée quand j'avais 19 ans. J'étais dans ma 2e année d'université, noyé dans la théorie avancée de l'informatique, tandis que Mike, alors âgé de 16 ans, était le héros du football au lycée. Je passais mes nuits à coder. J'ai construit une application, un algorithme de tri de données de niche mais incroyablement efficace pour les entreprises de logistique. Je l'ai vendu à une entreprise de transport de taille moyenne pour une somme qui, pour moi à 19 ans, semblait être tout l'argent du monde. C'était une somme qui changeait la vie. Mon premier acte ne fut pas d'acheter une voiture de sport ou un appartement somptueux. Ce fut d'acheter une maison à mes parents. Ils louaient une maison exiguë et délabrée, et mon père, Richard, se plaignait toujours de sa malchance sur le marché du travail. Il était consultant, d'aussi loin que je me souvienne, un titre vague qui semblait impliquer beaucoup de golf et très peu de clients. J'ai vu la vente comme un moyen de leur donner enfin la sécurité, de gagner enfin cette fierté profonde et retentissante que j'avais toujours désirée. J'ai créé une société à responsabilité limitée et acheté une belle maison de 4 chambres dans un quartier agréable. Je la leur ai présentée, et ils ont été, pendant un temps, extatiques. Mais le récit a rapidement changé. Ce n'était pas, Alina nous a acheté une maison. C'est devenu, nous avons enfin eu la maison que nous méritions. Ma contribution a été rétrogradée à un coup de main.
alors que ma carrière décollait, passant de codeuse à développeuse senior puis à architecte dans une entreprise de premier plan, mes revenus ont augmenté de manière exponentielle. J'ai créé la fiducie pour la famille et les entreprises, comme je l'avais charitablement nommé. C'était le compte que j'alimentais, celui qui payait les impôts fonciers et les charges de leur maison, leurs contrats de location de voitures, leurs abonnements au club, et surtout, il est devenu le puissant fonds dans lequel Mike puisait son capital de départ. Mon père était l'architecte de cette mythologie familiale. Richard était un homme qui dégageait une aura d'autorité d'antan, tout en chaussures cirées et poignées de main fermes. Il parlait beaucoup d'héritage et de construire quelque chose. Mais il n'avait jamais, à ma connaissance, construit quoi que ce soit. Il voyait ma réussite non pas comme la mienne, mais comme une ressource appartenant à la famille, à distribuer par lui, le patriarche. Il s'asseyait en bout de table, ma table, dans ma maison, et pontifiait. Le travail d'Elina est bien, disait-il à ses amis. De bons avantages, stable. Mais Mike est celui qui a la vision. C'est lui qui va mettre le nom de la famille sur la carte. Mon travail de frappe était une source d'amusement privé pour lui, quelque chose de ringard et d'insignifiant. Il ne comprenait pas ce que je faisais, et il n'avait aucun intérêt à l'apprendre. J'aurais pu lui dire que la frappe que je faisais alimentait actuellement toute l'infrastructure d'une des plus grandes plateformes de commerce électronique du pays, mais il n'aurait pas compris. Il était plus facile de me voir comme la fille dévouée avec un travail bien payé et sans prestige. Mike, en revanche, n'était que poudre aux yeux. Ses entreprises étaient toujours tape à accent Graveleuil, une boîte par abonnement pour du bœuf séché artisanal, un service de nettoyage de baskets sur mesure, et maintenant l'application de promenade de chiens. Elles avaient toutes une chose en commun, elles étaient terriblement mal gérées et perdaient de l'argent. Mon argent. La dynamique était la suivante, Mike avait une idée. Mon père la déclarait géniale. Et je recevais un appel de ma mère pour investir dans l'avenir de Mike. Mes tentatives d'introduire des plans d'affaires, de demander des indicateurs ou des projections, étaient accueillies avec offense. Elina, c'est la famille, disait mon père, la voix pleine de déception. On ne traite pas la famille comme une banque. C'est une question de confiance. Mais c'est exactement comme ça qu'il me traitait, comme une banque. Une banque invisible, insensible et infiniment réapprovisionnable. Ma mère, Suzanne, était l'exécutrice émotionnelle. C'est elle qui m'appelait, pleurant sur le stress de mon père, ou sur le fait que Mike était sur le point de percer si seulement il avait un peu plus de capital. Elle maniait la culpabilité comme un scalpel de chirurgien, avec précision et de manière dévastatrice. Tout cet écosystème, ce château de cartes construit sur mon travail et leur sentiment de dû, était ce à quoi je faisais face. Ils ne m'avaient pas seulement insulté. Ils avaient fondamentalement mal compris la dynamique du pouvoir des 15 dernières années. Ils me voyaient comme un personnage secondaire dans le Mike Show. Ils avaient oublié que j'étais la productrice exécutive, la scénariste et tout le studio. Et j'annulais l'émission. Mon appel à ma mère était le premier domino. Il était maintenant temps de pousser le suivant. La rage que je m'attendais à ressentir avait été remplacée par une détermination calme et concentrée. Ce n'était pas une explosion émotionnelle. C'était une mise hors service d'un système. Le matin après l'appel avec ma mère, le brouillard de l'épuisement et du choc émotionnel s'est finalement levé. Il a été remplacé par le bourdonnement électrique familier d'un problème à résoudre. Je n'étais plus une fille blessée. J'étais une architecte. Et le système que j'analysais était ma propre vie. Il présentait des vulnérabilités critiques qui avaient été exploitées pendant des années. Il était temps d'appliquer un correctif. Mon premier appel fut pour Ben Carter, mon avocat. Ben était un avocat d'affaires pragmatique et direct qui m'avait aidé à structurer ma société et le fonds en fiducie des années auparavant. Il avait, à l'époque, haussé un sourcil devant la nature unilatérale de la fiducie. Ben, c'est Alina, dis-je en arpentant mon salon. Alina. J'ai vu les chiffres de lancement de ta nouvelle plateforme. Félicitations. Tu vas rendre beaucoup de gens très riches. Merci, Ben. Je dois te parler d'un autre système, la fiducie pour la famille et les entreprises. Il y eut une pause. Oh. Quelle est la crise? Les bénéficiaires ont commencé à confondre l'administrateur avec les actifs, dis-je. Il est temps de procéder à un audit de sécurité complet et à un arrêt contrôlé. Ben laissa échapper un sifflement bas. Compris. Par où commençons-nous? Nous commençons par les actifs.
La maison sur Willow Creek. Celle que ta société possède et où tes parents résident, confirma Teil. C'est bien celle-là. Je veux entamer la procédure d'expulsion officielle. Donne-leur le minimum légal. 60 jours. C'est agressif, Alina. Tu es sûr? Ils viennent de m'informer qu'ils souhaiteraient que je n'existe pas. Je suis sûr. Très bien, dit Ben, sa voix devenant purement professionnelle. Je vais faire rédiger la notification et la faire livrer par un coursier d'ici la fin de la journée. Quelle est la suite? La fiducie. Je suis l'unique fiduciaire et l'unique contributrice. C'est exact? Exact. Tu as l'autorité absolue pour la dissoudre, la geler, ou y mettre le feu et la jeter dans une benne à ordures. Pour l'instant, contente-toi de la geler, dis-je. Gèle tous les comptes. Plus de paiements, plus de virements. Je veux bloquer le prélèvement automatique pour les locations de voitures et spécifiquement le bail commercial pour le Doggy Dash de Mike ou quel que soit son nom cette semaine. Fait, dit Ben. Ce qui m'amène au troisième point, les entreprises de Mike. Tu as investi, et j'utilise ce terme avec souplesse, une quantité significative de capital au fil des ans. C'est mon enquête, dis-je. Je veux que tu commandes un audit jury comptable complet de chaque dollar que j'ai mis dans les 3 dernières entreprises de Mike. J'ai les documents de constitution. Il a fait de moi une associée silencieuse dans chacune, bien que je n'ai jamais vu un centime de retour. Je connais la personne qu'il faut, dit Ben. C'est un requin. Elle trouvera tout. Quel est l'objectif final, Alina? Prévois-tu de le poursuivre en justice? L'objectif final est d'avoir un levier, dis-je. Le piège astucieux n'est pas seulement que je possède tout. C'est que j'ai les preuves de tout ce qu'ils ont gaspillé. Je ne reprends pas seulement ma propriété. Je reprends mon pouvoir. Le reste de la semaine fut un tourbillon d'exécution. L'avis d'expulsion fut livré. La fiducie fut gelée. L'auditrice commença son travail. Le silence de ma famille était assourdissant. C'était le silence de l'incrédulité, de gens qui ont appuyé sur un bouton toute leur vie et qui, pour la première fois, ne fonctionnaient pas. Ils étaient probablement blottis les uns contre les autres, confus, en colère, et toujours, j'en étais sûr, me reprochant d'avoir surréagi. Le tournant est arrivé exactement 4 jours plus tard. Mon téléphone s'est allumé avec un nom que je n'avais pas vu depuis une semaine, Mike. Je l'ai laissé sonner, puis j'ai répondu en mettant le haut-parleur. « Elina, qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» cria-t-il. Pas de bonjour. Juste de la panique pure et non filtrée. « Bonjour, Mike. À quoi fais-tu référence spécifiquement ? » Mon bureau, hurla-t-il. Le paiement du loyer, il a été rejeté. Il menace de me mettre à la porte, et ma carte d'entreprise a été refusée. Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'ai rien fait, Mike, dis-je calmement. Ou plutôt, j'ai arrêté de faire quelque chose. J'ai arrêté de financer la fiducie. Quoi ? Tu ne peux pas faire ça. C'est notre argent, a dit papa. Papa avait tort, l'interrompis-je. C'est mon argent, et je n'investis plus dans tes entreprises. Mes entreprises. Sa voix était incrédule. C'est ma vie. Tu me ruines. Tu es juste jalouse, voilà ce que c'est. Tu as toujours été jalouse de moi et de papa. J'ai failli rire. Jalouse ? Mike, je finance toute ta vie depuis une décennie. La seule chose dont je suis jalouse, c'est de ton audace profonde et astronomique. Tu ne peux pas faire ça, bafouilla Teil. Je vais te poursuivre en justice. On t'emmènera au tribunal. Papa parle déjà à un avocat. Vraiment, dis-je. C'est intéressant. J'ai parlé à mon avocat, moi aussi. Et tu devrais probablement vérifier la signature sur ce bail commercial qui t'inquiète tant, Mike. Ce n'est pas la tienne. C'est la mienne. Ma société est le preneur à bail. Et il se trouve que le bail expire dans 30 jours. J'ai déjà donné notre préavis de non-renouvellement au gestionnaire immobilier. Donc, tu n'es pas seulement en retard sur le loyer, Mike. Tu es dehors. Il y eut un son étranglé à l'autre bout du fil. J'ai entendu des tâtonnements, puis la voix de mon père, tonitruante et furieuse, est arrivée. Elina. Arrête ça tout de suite. Arrête cette folie.
Ce n'est pas de la folie, papa. C'est une simple conséquence. Tu vas réactiver ce compte. Tu vas payer le loyer de ton frère. Tu ne vas pas mettre ta famille à la rue. Je ne serai pas humilié par ma propre fille. Humiliation est un choix de mots intéressant, dis-je, ma voix froide comme l'acier. Tu semblais d'accord pour m'humilier au dîner la semaine dernière. Tu as souhaité que je ne sois pas ton enfant. Tu obtiens ton vœu, avec toutes les conséquences financières et juridiques que cela implique. Nous nous battrons contre toi, rugit-il. On se verra au tribunal. Tu ne peux pas tout prendre comme ça. Voici le problème, papa, dis-je en marchant vers ma fenêtre et en regardant la ville. Tu ne peux pas prendre ce qui ne t'a jamais appartenu. Vous êtes tous sur le point d'apprendre une leçon très dure et très coûteuse sur la propriété de base. J'ai raccroché le téléphone. La guerre avait commencé, mais j'étais la seule à avoir une armée. La première salve avait été tirée. La menace de procès de mon père était risible. Ben l'a confirmé dans un courriel bref, presque comique. Les sociétés et la fiducie étaient blindées. J'étais la seule dirigeante, la seule fiduciaire, la seule bienfaitrice. Ils n'avaient aucune base légale. Ils étaient, en termes juridiques, des locataires dans une maison et les bénéficiaires d'une fiducie discrétionnaire privée que j'avais, à ma discrétion, choisi d'arrêter de financer. Leur panique, cependant, ne faisait que commencer. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, il n'y avait pas de faux semblants, pas de fausse amabilité. Elle pleurait, de vrais sanglots hystériques. « Elina, s'il te plaît, pleura-t-elle. Ils saisissent les voitures. La banque a appelé. Le paiement du leasing, ça fait 3 semaines. Ton père, il est anéanti, Elina. Il ne peut même pas quitter la maison. Il devra quitter la maison de toute façon dans environ 50 jours, maman, dis-je, la voix neutre. J'en avais assez de la manipulation émotionnelle. L'avis d'expulsion, murmura-t-elle comme si le dire à voix haute le rendait réel. Nous pensions que c'était une blague, Elina. Une blague cruelle, très cruelle. Tu ne mettrais pas vraiment tes propres parents à la porte. Toi et papa semblaient avoir une idée très claire de ce qu'un enfant devrait ou ne devrait pas faire, dis-je. Je ne fais que suivre votre nouveau modèle familial. Mike est votre seul enfant. Je ne suis qu'une ancienne associée. Comment peux-tu être si froide, s'écria-t-elle. Nous sommes ta famille. Étiez-vous ma famille quand vous avez tous hoché la tête alors que papa souhaitait que je n'existe pas? Étiez-vous ma famille quand tu m'as appelé, non pas pour voir si j'allais bien, mais pour exiger que je paie le bureau de Mike? Tu ne peux pas avoir les deux, maman. Tu ne peux pas me traiter comme une étrangère, comme un distributeur de billets, et ensuite faire appel à moi en tant que fille. Ça ne marche pas. La logique est défaillante. J'ai entendu mon père attraper le téléphone. Tu te crois si intelligente avec ta logique, cria-t-il. Tu as toujours été une fille froide et insensible, comme une machine. Tu n'as pas de cœur, Elina. Une machine, dis-je. Tu as raison. Je le suis. Je suis la machine que vous avez tous construite. Je suis la machine qui a travaillé 80 heures par semaine pour financer vos modes de vie. Je suis la machine qui a traité vos insultes et votre ingratitude et qui a quand même craché de l'argent. Mais cette machine est hors ligne. Définitivement. J'ai raccroché. Je savais que c'était loin d'être terminé. Ils étaient blessés, acculés, pire que tout, profondément humiliés. Toute l'identité de mon père reposait sur le fait d'être le patriarche qui a réussi. Je ne lui avais pas seulement coupé les vivres. J'avais coupé son sentiment d'identité. La confrontation suivante a eu lieu une semaine plus tard. Le rapport préliminaire de l'auditrice était arrivé, et il était dévastateur. Ben avait organisé une réunion à son bureau. J'ai demandé, fermement, que Mike soit présent. J'avais le sentiment qu'il ne viendrait pas, alors je lui ai envoyé un petit texto alléchant, si tu veux discuter d'une éventuelle indemnité de départ, sois au bureau de mon avocat demain à 10 heures. Il était là 5 minutes en avance, portant un costume que j'avais probablement payé. Il avait l'air maigre, stressé et en colère. Bon, Elina, dit-il alors que j'entrais dans la salle de conférence où Ben était assis en bout de table. C'est ridicule. Tu as fait valoir ton point. Tu nous ruines. Que veux-tu? Je veux examiner ton indemnité de départ, dis-je en m'asseyant en face de lui.
Ben, la parole est à toi. Ben ouvrit un dossier. Monsieur nom de famille, dit-il, nous avons mené un audit préliminaire des 3 dernières entités que vous avez fondées, en commençant par Artisan Jerky Co. Mike pâlit. Quel audit? Mon audit, dis-je. En tant qu'investisseuse principale et associée silencieuse à 50% dans les 3 entreprises, j'y ai droit. Ben fit glisser une feuille de synthèse sur la table. Ce que nous avons trouvé, Mike, ce ne sont pas seulement une série d'entreprises qui ont échoué. Ce que nous avons trouvé, c'est un schéma constant, sur plusieurs années, de ce qui ressemble, à mon œil de professionnel, beaucoup à une fraude par virement. La mâchoire de Mike tomba. Fraude? De quoi? C'est de la diffamation. Vraiment, dit Ben, sa voix douce comme de la soie. Prenons Mike S. Doggy Dash. Vous avez soumis un rapport d'investisseur à Alina, enfin, à son bureau de gestion de patrimoine, demandant 80 000 $ pour le développement de l'application et la mise à l'échelle des serveurs. Mais notre auditrice a découvert que l'application était un modèle à 5 cents $ que vous avez acheté en ligne. La mise à l'échelle des serveurs était un plan d'hébergement web à 50 $ par mois. Les 74 500 $ restants. Il tapa sur une deuxième feuille. Nous avons trouvé des reçus pour une location de voitures de luxe, des vacances à l'étranger et 3 montres de créateurs. Mike avait l'air d'être sur le point d'être malade. Il me regarda, les yeux écarquillés de panique. Elina, c'était des dépenses de démarrage. Pour construire la marque. Construire la marque, répétai-je, la voix basse. Tu m'as volé, Mike. Tu n'as pas seulement échoué. Tu m'as activement et délibérément volé. Tu as volé ta propre sœur qui s'est reintée au travail pour que tu puisses partir en vacances. Balbutia-t-il, son assurance complètement disparue, remplacée par l'enfant terrifié qu'il avait toujours été. Papa a dit que c'était bon. Il a dit que l'argent était juste là. Il a dit que tu ne le remarquerais même pas. C'était juste de l'argent de famille. Voilà encore, dis-je. L'argent de famille. Je me penchai en avant. Il n'y a pas d'argent de famille, Mike. Il n'y a que mon argent, et tu as commis plusieurs crimes avec. Il commença à s'effondrer, son visage se décomposant. Elina, s'il te plaît. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas m'envoyer en prison. S'il te plaît, je te rembourserai. Je ferai n'importe quoi. Voilà ton indemnité de départ, Mike, dis-je en me levant. Mon silence. Je ne vais pas porter plainte. Je ne vais pas te poursuivre pour le demi-million de dollars que tu m'as volé au cours des 10 dernières années. Mon cadeau pour toi, c'est mon absence. Je m'en vais, et j'emporte mes maisons, mes voitures et mon argent avec moi. Tu es libre, Mike. Libre d'aller te trouver un vrai travail et de te construire une vraie vie sans que je sois là pour te la gâcher. Je me suis tourné vers Ben. Ben, si vous voulez bien donner le rapport d'audit complet à mon frère, je suis sûr que lui et l'avocat de papa le trouveront fascinant. Je suis sorti de la pièce, le laissant sangloter à la table de conférence. La première confrontation majeure était terminée. Je n'avais pas seulement brisé sa perception, j'avais brisé toute l'illusion sur laquelle sa vie était construite. L'enfant chéri était, en fait, un voleur ordinaire. Et maintenant, il savait que je savais. La révélation de l'audit a provoqué une onde de choc dans la famille. Mike, dans sa terreur, a dû tout avouer à nos parents. La dynamique a changé instantanément. Les appels téléphoniques colériques et indignés ont cessé. Ils ont été remplacés par une nouvelle tactique, plus désespérée, une campagne de diffamation en règle. Mon père, Richard, est passé à la vitesse supérieure. Il a commencé à appeler la famille élargie, me dépeignant comme un monstre froid et vindicatif. J'ai eu des nouvelles de ma tante, la même qui avait hoché la tête à table, qui m'a appelé pour me dire qu'elle était, profondément déçue, par moi. Ton père est un homme fier, Elina, dit-elle, sa voix dégoulinant de jugement. Et tu lui as tout pris. Il est brisé. Et ton frère, c'est un bon garçon. Il a juste fait quelques erreurs. La famille est censée pardonner. La famille n'est pas non plus censée souhaiter l'inexistence d'un de ses membres, tante Carole, ai-je rétorqué. Et erreur est un mot très généreux pour vol qualifié. Tu étais au dîner. Tu as hoché la tête. Alors, avec tout le respect que je te dois, ton opinion sur la dynamique de ma famille n'est pas quelque chose que j'estime.
J'ai raccroché. Mais leur désespoir s'intensifiait. Ma mère, Suzanne, était toujours en difficulté, prise entre son serpent de mari et son fils fraudeur. C'est elle qui était encore dans la maison avec Richard, écoutant ses rages, regardant leur monde se dissoudre. Elle a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir. J'ai ouvert la porte pour la trouver debout dans le couloir, l'air plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue. « Elina, dit-elle, la voix tremblante. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Parlons simplement. » J'ai hésité, puis je me suis écarté. Elle est entrée dans mon appartement propre et calme et a regardé autour d'elle comme si elle le voyait pour la première fois. « C'est très joli, dit-elle. Que veux-tu, maman ? » Elle s'est assise sur le bord de mon canapé. « Ton père, il n'est plus lui-même. Il parle de comment sa vie est finie. Il dit des choses terribles. Cela le détruit, Elina. C'est lui qui a détruit ça, dis-je en restant debout. Il a construit toute cette famille sur un mensonge, que Mike était l'avenir et que j'étais l'utilitaire. Il a appris à Mike que mon travail, mon argent, était à lui. Il l'a célébré. La seule chose qui a changé, c'est que je ne paie plus pour le mensonge. Mais ce n'est pas un mensonge, insista-t-elle, son déni toujours puissant. Mike, il n'est pas doué pour les détails. Il a les idées. Il a la vision. Tu étais censé être le soutien. Je n'étais pas un soutien, maman. J'étais la source. Et la source est tarie. S'il te plaît, Elina, supplia-t-elle, les larmes venant maintenant. Juste la maison. Laisse-nous garder la maison. Nous paierons un loyer. Ton père peut trouver un vrai travail. Les mots, payer un loyer, et, vrai travail, sonnaient si étrangers, si absurdes sortant de sa bouche que j'ai failli rire. Il a 61 ans, maman, et la maison vaut plus d'1 million de dollars. L'hypothèque, que je paie, est de 5 000 $ par mois. Les impôts en représentent 2 autres. Peut-il trouver un travail qui supportera ça? Elle s'est effondrée. Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'argent. Les comptes, ils sont tous vides. Tu ne nous as rien laissé. Je vous ai laissé avec exactement ce que vous aviez avant que je commence ma carrière, la corrigez-je. Vous êtes dans la même position que vous seriez si je n'avais, comme papa le souhaitait, jamais existé. C'est la réalité que vous avez demandée. Tu es un monstre, murmura-t-elle, les larmes s'arrêtant, remplacées par une haine froide. Un monstre froid et insensible. Tu n'es pas ma fille. C'est la 2e fois que ma filiation est révoquée en un mois, dis-je en ouvrant la porte. Je pense que j'ai enfin compris le message. Au revoir, maman. Elle est sortie en trombe, et en fermant la porte, je savais que la confrontation finale approchait. Ils avaient essayé la colère. Ils avaient essayé la culpabilité. Ils avaient essayé la honte. Ils avaient échoué. La pièce finale du dossier est arrivée 2 jours plus tard, le rapport d'audit complet et relié. C'était pire que je ne le pensais. Mike n'avait pas seulement volé. Il avait, à 2 reprises, falsifié ma signature numérique sur des demandes de prêt, utilisant mon nom et mes actifs comme garantie. Il avait commis une usurpation d'identité. Ben a été clair. Ce n'est plus une querelle de famille, Elina. C'est un crime de niveau fédéral, sur plusieurs années. Ton frère pourrait aller en prison pour très longtemps. Je tenais le rapport entre mes mains. C'était ça. C'était la preuve irréfutable. C'était la clé qui allait soit l'enfermer, soit, peut-être, révéler une vérité finale et dévastatrice. Ma famille était toujours dans le déni, essayant toujours de me faire passer pour la méchante. Ils devaient voir. Ils devaient comprendre. Ils m'avaient poussé de victime à stratège. Maintenant, ils me poussaient de stratège à bourreau. La seule question était quelle forme prendrait cette exécution. La confrontation finale a été fixée, non pas par moi, mais par mon père. Avec la date d'expulsion qui approchait, à moins de 2 semaines, il a fait un dernier geste désespéré et pathétique. Il a appelé à une « réunion de famille », un terme qui dans notre famille signifiait un tribunal. Il a convoqué la famille élargie, tante Carole, oncle David, et quelques autres, à la maison de Willow Creek. C'était une humiliation publique conçue pour me coincer, pour utiliser tout le poids du jugement familial pour me forcer à capituler.
Il m'a envoyé un texto, nous nous réunissons tous à la maison dimanche à 15 heures. Sois là. Il est temps de mettre fin à tout ça. J'ai répondu par un seul mot, d'accord. Je suis arrivé à 15 heures pile. Je n'étais pas la femme fragile et épuisée qui avait quitté cette maison 6 mois auparavant. J'avais les idées claires, j'étais reposé et armé. Je portais un blazer élégant et bien coupé, et je portais une mallette. Dedans se trouvait le rapport d'audit relié et une copie de l'ordre d'expulsion. Je suis entré dans le salon. C'était la même pièce où ils avaient tous hoché la tête. Mon père était assis dans son fauteuil à haut dossier comme un roi tenant une cour défaillante. Ma mère était à côté de lui, les yeux rouges et tremblantes. Mike était là, debout près de la cheminée, l'air vidé. Tante Carole et oncle David étaient assis sur le canapé, leurs visages figés dans des expressions sombres et critiques. « Elina » commença mon père, sa voix essayant de prendre un ton d'autorité magnanime et blessé. « Merci d'être venu. Nous sommes tous ici en famille parce que nous sommes profondément inquiets pour toi. » J'ai presque souri. Inquiet pour moi. Cette campagne contre nous, fit-il d'un geste vague. Cette cruauté ce n'est pas toi, Elina. Tu as laissé ton succès t'empoisonner. Tu mets ta propre famille à la rue. Ta mère et moi, nous n'avons nulle part où aller. Ton frère tu l'as ruiné. C'est un bon garçon, murmura tante Carole. Tous les garçons font des erreurs. Je suis resté au centre de la pièce, les laissant tous dire leurs mots. J'ai laissé le poids de leur jugement remplir l'espace. Avez-vous terminé, demandai-je, ma voix tranchant le silence pesant. Mon père, déconcerté, me fixa simplement. Bien. J'ai posé ma mallette sur la table basse et l'ai ouverte. Éclaircissons quelques-unes de vos inquiétudes. Premièrement, ce n'est pas une campagne. C'est un désengagement juridique. Vous appelez ça de la cruauté. J'appelle ça une conséquence. Vous avez souhaité que je ne sois pas votre enfant. J'ai obtempéré. Vous êtes maintenant simplement des gens que je connaissais autrefois. Je me suis tourné vers ma tante et mon oncle. Et vous, dis-je, la voix vive, vous avez raison, tante Carole. J'ai été empoisonné. J'ai été empoisonné pendant 34 ans par une famille qui m'a appris que ma seule valeur était ce que je pouvais fournir. J'ai été empoisonné par la croyance que si je travaillais plus dur, si je donnais plus, je serais enfin assez. Mais je n'ai jamais été assez. J'étais juste utile. J'ai regardé Mike. Toi, dis-je, tu n'es pas un bon garçon qui a fait des erreurs. Tu es un homme de 30 ans qui a commis une fraude. J'ai sorti le rapport d'audit de ma mallette et l'ai jeté sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd, lourd et définitif. Qu'est-ce que c'est que ça, exigea mon père. Ça, dis-je, c'est un audit jury comptable complet des 10 dernières années d'investissement dans Mike. C'est la preuve de fraude par virement. C'est la preuve de vol qualifié. C'est la preuve, et ma voix baissa, d'usurpation d'identité et de falsification. C'est la preuve que votre enfant chéri n'a pas seulement fait des erreurs. C'est un criminel. Il a falsifié mon nom sur des demandes de prêt. Il a utilisé mes actifs pour garantir des financements pour des voyages et des voitures de luxe, tout en me disant que son entreprise échouait. Tante Carole halta. Le visage de mon père passa du rouge à un blanc maladif et marbré. Mike fixa le rapport comme si c'était une bombe. Tu mens, balbutia mon père, mais sa voix n'avait aucune conviction. Vraiment? Je me suis tourné vers Mike. Vas-y, Mike. Dis-leur. Dis-leur que c'est un mensonge. Dis-leur que tu ne m'as pas volé un demi-million de dollars. Dis-leur que tu n'as pas falsifié ma signature. Vas-y. Mike me regarda, les yeux écarquillés de terreur pure et sans mélange. Il regarda notre père. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était piégé. Et à ce moment-là, il a craqué. Il m'a dit de le faire, cria soudain Mike, pointant un doigt tremblant vers notre père. Il m'a dit de le faire. Il a dit que c'était bon. Il a dit qu'elle ne le saurait jamais. C'est juste de l'argent. Elle en a plein. Il m'a aidé à faire les demandes de prêt. Il a dit que c'était un financement intelligent. La pièce a implosé. Ma mère a poussé un gémissement aigu. Ma tante et mon oncle ont regardé mon père, leurs expressions de jugement se transformant maintenant en pure horreur et dégoût. Mon père, Richard,
s'est simplement dégonflé. Le roi était mort. L'assurance, l'arrogance, l'autorité, tout s'est vidé de lui, laissant un petit vieil homme pathétique et terrifié dans un fauteuil qu'il ne possédait plus. Il avait été exposé, non seulement comme un tyran, mais comme un complice, un homme raté et jaloux qui avait utilisé son propre fils pour voler sa fille. « Toi » murmura mon père, fixant Mike avec venin. « Espèce de garçon faible et stupide. »« Et toi » dis-je, ma voix résonnant de finalité, « tu es un voleur, papa. Tu es juste un voleur ordinaire et pathétique qui était si jaloux du succès de sa fille qu'il préférait la rabaisser et la voler plutôt que de dire une seule fois « Félicitations ». J'ai pris la copie de l'avis d'expulsion et l'ai posée proprement sur le rapport d'audit. « L'expulsion est maintenue » dis-je à la pièce abasourdie. « Vous avez 13 jours pour quitter ma propriété. Si vous n'êtes pas parti d'ici là, je ferai appel au shérif pour vous expulser. » Je me suis tourné vers ma mère. « Maman, tu peux venir avec moi tout de suite. Tu peux le quitter. Je t'installerai dans un appartement. Je prendrai soin de toi. Mais si tu restes avec lui, tu fais partie de ça. Tu choisis ça. » Ma mère regarda mon père, ce petit homme brisé. Elle regarda Mike, qui sanglotait dans un coin. Puis elle me regarda, les yeux pleins d'une nouvelle haine, différente, une haine pour la personne qui avait forcé ce choix. « Sors » murmura-t-elle. « Sors de ma maison. »« Ce n'est pas ta maison, maman, » dis-je, ma voix plus douce maintenant, teintée d'une tristesse profonde et immense. Ça ne l'a jamais été. J'ai fermé ma mallette et je suis sorti de la pièce. Je les ai tous laissés là, dans les ruines de la famille qu'ils avaient construite, le silence derrière moi plus lourd et plus final que n'importe quelle explosion. La chute ne fut pas un accident spectaculaire et enflammé. Ce fut un effondrement lent, silencieux et inévitable. Les 13 jours passèrent. Le 14e jour, comme promis, les adjoints du shérif sont arrivés à la maison de Willow Creek. Mes parents n'y étaient pas. Ils avaient, au milieu de la nuit, déménagé, laissant la maison dans un état de désordre, des meubles renversés, des déchets sur les tapis. C'était un dernier acte de défi mesquin. Cela m'a coûté une somme importante pour la faire nettoyer, mais c'était le dernier chèque que je ferais jamais pour eux. J'ai mis la maison en vente. Elle s'est vendue en une semaine. Richard et Suzanne, comme je l'ai appris plus tard par ma tante, ont emménagé dans un petit 2 pièces en location à 1 heure de là. Le choc de leur nouvelle réalité fut profond. Mon père, dépouillé de son statut, de sa belle maison et de ses abonnements au club, est tombé dans une dépression profonde et silencieuse. Ma mère a été forcée de trouver un travail pour la première fois en 30 ans comme caissière dans une épicerie locale juste pour joindre les deux bouts. Mike, terrifié par les poursuites, a disparu. Il a quitté la ville, déménageant quelque part dans l'ouest, et a coupé tout contact avec la famille. La menace de l'audit, la preuve irréfutable de ses crimes, était un levier que je n'ai jamais eu à utiliser. Il suffisait qu'il sache qu'elle existait. Il passerait le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, et cela, ai-je décidé, était une justice suffisante. La famille élargie, autrefois le cœur loyal de mon père, s'est tue. Ils avaient vu la vérité, et la honte en était totale. Tante Carole m'a envoyé un court courriel, « Je suis tellement désolé, Alina. Nous n'avons jamais su. » Je n'ai pas répondu. Pour moi, la vie est devenue calme. Le bourdonnement constant et de bas niveau des exigences et des déceptions de ma famille, un bruit avec lequel j'avais vécu si longtemps que je ne l'avais même plus remarqué, avait finalement disparu. J'allais au travail. Je voyais mes amis. Je voyageais. Je versais l'argent que j'avais autrefois canalisé dans la fiducie familiale dans des choses qui comptaient. J'ai fondé et financé la bourse Alina nom de famille pour les femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, un programme spécifiquement conçu pour soutenir de jeunes femmes brillantes issues de milieux familiaux peu favorables ou difficiles. J'ai rencontré la première promotion de boursières, 4 jeunes femmes brillantes et ambitieuses avec le feu dans les yeux, et je leur ai dit, votre succès est le vôtre. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petite à cause de cela. Environ 1 an après la confrontation, j'ai reçu une lettre. C'était de ma mère. Ce n'était pas une demande d'argent ou une exigence. C'était juste une lettre. Elle écrivait que mon père suivait une thérapie. Elle écrivait que son travail était difficile, mais que pour la première fois de sa vie, l'argent qu'elle tenait dans sa main lui semblait être le sien. Elle a écrit 3 mots simples que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, « Je suis tellement désolé. » Tu avais raison.
J'ai lu la lettre, l'ai pliée et l'ai mise dans un tiroir. C'était un début, un pont timide et fragile sur un gouffre que je n'avais pas créé mais que j'avais été forcé de traverser. Je ne l'ai pas appelé. Pas encore. Mais pour la première fois, j'ai pensé que peut-être, un jour, je le ferais. Ma vie était la mienne. J'avais construit mes systèmes, les avais défendus, puis les avais reconstruits à partir de zéro. Ma famille avait souhaité que je ne sois pas leur enfant. J'avais exaucé ce vœu, et ce faisant, j'étais enfin, véritablement, devenu ma propre personne. Le château de cartes s'était effondré, et j'étais en paix, debout sur les fondations calmes et solides de la vie que je m'étais bâtie.